qui ne nous connaîtraient pas encore, on est une association reconnue d'utilité publique depuis la fin du 19e siècle, avec deux objectifs: prévenir les risques professionnels et faire la promotion de la sécurité, de la santé et de la qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, de vous proposer des outils pour atteindre ces objectifs-là. Chaque mois, on organise des webinaires. Le mois prochain, donc je vous donne dès à présent rendez-vous. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Euh, voilà. Donc, je vous donne dès à présent rendez-vous le mardi 10 octobre. La thématique sera sur le burn-out. On verra par le témoignage d'un ancien DAF, lui-même lui-même touché par un burn-out il y a quelques années. Il viendra nous présenter un petit peu ce que l'on peut faire pour l'éviter et comment réagir face à cette situation-là. Et puis, bien sûr, on a un certain nombre d'activités plus spécifiques pour nos adhérents. J'en cite quelques-uns, hein, mais bien sûr, l'accès à tous les replays, pas uniquement celui-ci, mais tous les replays de toutes les conférences et tous les webinaires que l'on peut faire. Une veille réglementaire chaque mois, des formations dans nos locaux, des outils prêts à l'emploi, voilà. Des invitations aussi, puisqu'on fait quelques événements. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et puis, vous avez le petit QR code sur le côté pour aller voir toutes nos activités. On a présenté ça sur une petite vidéo. Plus spécifiquement sur le mois de septembre, donc on va avoir donc cette semaine, vendredi, les formations en SST, en recyclage. Donc c'est une partie qui est réservée à nos adhérents. Donc on a comme ça 4 sessions par an. On va avoir la semaine prochaine 2 interventions sur Préventica Toulouse, 2 conférences, une sur la prévention des TMS et une autre sur le parallèle entre la culture sécurité dans les entreprises et dans l'aéronautique. Et puis, fin du mois, on aura donc le lancement de notre 19e prix universitaire à l'occasion de la remise du prix universitaire 2023. Donc, on va lancer le programme pour 2024. Et à cette occasion, on aura le privilège d'aller visiter le site d'ArcelorMittal à Dunkerque, avec bien sûr une visite tournée vers la sécurité sur un site industriel particulièrement dangereux. Voilà, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est donc le Gemba Walk. J'ai invité pour ça David Voluer, donc je vais le laisser se présenter. On a fait déjà plusieurs interventions avec David, que ce soit en distanciel comme aujourd'hui, également en présentiel sur des salons Préventica. Donc bienvenue David, je te donne la parole, je te donne la main également. Merci beaucoup Eric. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de partager ce moment avec vous. Alors, je vais vous partager ma présentation. Vous allez me dire si tout fonctionne. C'est Est-ce que parfait, tout fonctionne? Parfait. tout à fait, on te voit très bien. Ok, super. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis David Voluer et euh, avant tout, je suis papa de 2 enfants. De formation chimiste que j'ai complété par 2 masters, un en hygiène, sécurité et protection de l'environnement et un en business administration. J'ai fait 25 années d'expérience opérationnelle dans l'industrie. Donc 10 ans en tant que préventeur et 15 ans en tant que directeur HSE au niveau de l'Europe pour des groupes nationaux et internationaux. J'ai travaillé sur des sites qui allaient de 30 personnes jusqu'à 3000 personnes, dans l'agroalimentaire, la cosmétique, le luxe, la viticulture et la chimie avec des sites Céveso. J'ai aussi eu l'opportunité de faire le démarrage de 3 sites industriels Greenfield, donc je connais aussi le domaine de la construction et une fermeture de site et un démantèlement, donc la déconstruction. D'accord. Donc voilà un petit peu pour mon champ d'expertise. Depuis octobre 2021, je suis le fondateur et dirigeant de la société Culture Santé Sécurité. Et j'aide et j'accompagne les personnes et les organisations qui ont encore des accidents au travail à développer trois éléments essentiels. Un état d'esprit. 2, un leadership. Et 3, la culture de leur organisation pour atteindre et maintenir 0 accident le plus durablement possible. D'accord. Donc, on essaie de repousser les limites
de ce qui est possible, de faire. D'accord. Je suis aussi l'auteur du livre L'état d'esprit sécurité et sa version anglaise The Safety Mindset. Et vous pouvez aussi me retrouver sur la chaîne YouTube Culture Santé Sécurité, qui diffuse régulièrement du contenu gratuit, à la fois pour développer son leadership, son état d'esprit et transformer la culture de son organisation. D'accord. Donc aujourd'hui, Eric m'a invité pour vous parler du Gemba Walk. Et donc j'ai intitulé ce webinaire le Gemba Walk, un outil de leadership par excellence. Pourquoi c'est un outil de leadership? Je vais vous l'expliquer. Mais avant tout, je voudrais avoir un petit peu votre avis sur… alors, moi, je ne vois pas le chat, mais peut-être, Eric, peut-être on pourrait faire participer. Est-ce que vous pourriez me dire, selon vous, quelles sont les caractéristiques d'un manager? D'accord. On va commencer par le manager. On va essayer de différencier un manager d'un leader. Et voir un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont les caractéristiques d'un manager? Allez, je vous attends sur le chat, hein. J'ai bien évidemment ouvert le chat sur le côté de mon ordinateur. Donc, le plus dur, c'est de commencer. Donc, allez-y, ça y est, ça Voilà. commence. Écoute, Alors, il y a empathie. l'écoute, l'empathie. Voilà, c'est très bien, hein, c'est un bon début. C'est un bon début. Est-ce que c'est Ouais, vraiment suffisant? Je ne suis pas sûr. Donner du sens, on est du sens. d'accord. Apporter du support, prendre des décisions. Ouais, apporter du support, prendre des décisions. L'exemplarité, voilà, on retrouve exemplarité, accompagner, guider. Support, décision. Ouais. OK, super. Super. Donc ça, c'est selon vous les caractéristiques d'un manager. On va Alors, maintenant, je vous avez continue, hein, cette attention. rigueur, pédagogue, guide, chef d'orchestre, Qu'est-ce qu'ils engagé. sont Ah, tu as ouvert super aussi. la discussion, là, Ouais. voilà. Alors, Euh, alors, alors maintenant, vous allez essayer de définir les caractéristiques d'un leader. D'accord? Parce qu'on a deux mots qui sont différents, donc on a sans doute des caractéristiques différentes. Donc, selon vous, un leader, quelles sont ses principales caractéristiques? Fédérateur, Fédérateur, oui. influent, engager les équipes, inspirant, terrain, lead by example, OK. Influent, facilitateur, exemplaire, convaincant, OK, OK, super. OK, vous êtes vraiment excellent. Alors, donc, effectivement, dans tout ce que vous m'avez dit, vous avez raison. En fait, généralement, un manager, c'est une personne, je dirais, qui est plus dans la gestion opérationnelle d'un certain nombre de ressources. Donc, un manager, pour manager, donc il manage les ressources qui sont à la fois techniques, à la fois organisationnelles, à la fois humaines, à la fois financières. Donc, tout un tas de ressources qui lui sont attribuées pour délivrer une performance opérationnelle à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin de l'année. D'accord? Donc, ça, c'est les éléments essentiels d'un manager. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il commande, il dirige, il décide, donc il prend des décisions, il fait respecter des règles, il fait respecter des processus opératoires. Donc il est dans le savoir-faire, alors qu'un leader, lui, effectivement, c'est quelqu'un qui a la capacité d'aller influencer et d'aller motiver une ou des personnes vers une vision de quelque chose. D'accord? Donc, effectivement, dans ses caractéristiques, il va être beaucoup plus dans l'exemplarité, dans la crédibilité, dans la capacité à définir une vision et à donner du sens à cette vision. Il va être aussi beaucoup plus à même d'aller influencer, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui influence et qui motive positivement. Donc, qu'est-ce qu'il va aller influencer? Il va aller influencer des croyances, des valeurs, des comportements. D'accord? Il est dans l'influence, il n'est pas dans l'imposition. Et là, c'est la grande différence, une des grandes différences entre un manager et un leader, c'est que le manager, pour faire respecter des choses, il va avoir tendance à imposer. Le leader, il va inspirer, il va donner envie de faire. D'accord? Il ne va pas obliger à faire. D'accord? Et là, on touche des éléments essentiels. Et pareil,
il va motiver aussi positivement. Donc, motiver positivement, c'est-à-dire qu'il va savoir aborder le monde des émotions. Il va savoir aborder, à donner envie, à générer de la joie, à générer de l'enthousiasme de faire un certain nombre de choses. D'accord? Donc là, vous voyez un petit peu les différences fondamentales. Alors, les deux peuvent avoir des capacités d'écoute, comme vous l'avez mentionné au tout début. Donc, un manager, il gère des ressources pour délivrer une performance. Un leader, il inspire, il influence, il donne envie de le suivre dans une vision. D'accord? Alors, donc ça, c'était les éléments essentiels que je voulais vous donner pour définir un manager versus un leader. Et ça va être particulièrement important, notamment effectivement dans la suite de ce que l'on va voir, puisque l'intitulé de la présentation, c'est le Gemba Walk, un outil puissant, un outil par excellence, un outil leadership par excellence, pardon. D'accord? Alors, maintenant, le Gemba Walk. Selon vous, pareil, dans le chat, je vois que vous êtes très actif. Dites-moi, selon vous, qu'est-ce qu'un Gemba Walk? Il faut qu'il y en ait un qui se lance. Le plus dur, c'est toujours le premier qui commence à écrire. Après, Alors, voir la réalité, ouais. visite Réunion de terrain. terrain, visite terrain, aller voir la Ouais, réalité, aller sur le ouais, terrain, voir la et- vérité. ouais, ok, Visite terrain super. par le management, là, c'est un petit peu Ok. plus, voilà. Donc, effectivement, hein, Des c'est deux causeries. mots. Ces deux mots, Gemba qui, je crois, est plus japonais, et puis Walk qui est plus anglais, c'est qui est un mot anglais. Walk, ça veut dire marcher, et Gemba, ça veut dire terrain. Donc, ça veut dire marcher sur le terrain, ça veut dire se déplacer sur le terrain pour voir la réalité opérationnelle. Donc, le Gemba Walk, c'est tiré de la méthodologie Lean Manufacturing. Donc là, je sais qu'Eric est un grand spécialiste du Lean Manufacturing. Hein. Le Lean Manufacturing fondé par Taishi Ono, donc était membre exécutif de Toyota dans les années 50. Et cette méthode, elle vise à rechercher la performance en matière de sécurité, de productivité, de qualité, de délai, de coût. Donc, d'associer tout ça pour pouvoir obtenir une performance à la fin de la journée. Donc, Gemba signifie le terrain, Walk signifie marcher sur le terrain. Donc, c'est aller au contact de la réalité opérationnelle pour voir ce qui se passe. D'accord? Donc, c'est essentiellement ça, le Gemba Walk. D'accord? Alors, le Gemba Walk santé et sécurité, donc là, moi, j'en ai fait une version un petit peu transformée, hein, d'accord, mais avec quand même l'esprit de Taishi Ono. L'idée, c'est de se déplacer sur le terrain, d'aller au contact de personnes avec l'objectif d'avoir une discussion ouverte et impactante pour susciter l'engagement des équipes vers l'amélioration continue en termes de santé et de sécurité, mais aussi d'autres aspects, et surtout de diffuser un état d'esprit positif. D'accord? Et c'est là que, à un moment donné, les capacités d'être un bon leader vont nous aider. Parce que l'idée, ça va être d'aller switcher des états d'esprit qui ne sont pas positifs en état d'esprit positif. D'accord? Donc, si vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. D'accord? Et je voudrais aller plus loin avant de vous expliquer comment je conçois les choses, parce que aller sur le terrain, voir la réalité opérationnelle, c'est une chose. Mais dans la manière dont moi je vais vous proposer l'outil et vous allez pouvoir vous en inspirer, éventuellement de mettre en œuvre dans vos organisations, je voudrais vous expliquer quelques fondamentaux. Pour moi, le Gemba Walk Santé et Sécurité, c'est les leaders d'une organisation. Donc, je réserve essentiellement cet outil au comité de direction. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Parce que c'est eux qui ont à même aujourd'hui d'avoir le plus de capacité de leadership. Donc le plus à ne pas imposer pour faire respecter des choses, mais plutôt à donner envie ou à être capable de questionner, d'écouter, de reformuler et d'amener vers sa vision, notamment une vision de zéro accident et zéro maladie au travail. D'accord? Donc ça, c'est important. Alors l'esprit du Gemba Walk, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs notions d'esprit. Il y a va sur le terrain, observer la réalité opérationnelle. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui? De plus en plus de dirigeants sont un peu déconnectés de la réalité opérationnelle. Ils sont dans des bureaux et ils font des tableurs Excel avec des chiffres et ils remplacent vite l'humain par des chiffres. Et quand on est dans cette logique-là, on se coupe de la sensibilité humaine et puis de la réalité opérationnelle.
Donc, le premier état d'esprit, c'est d'avoir envie de se déplacer pour aller connecter avec les gens et aller connecter avec la réalité opérationnelle. Donc, c'est important d'avoir cet état d'esprit. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas faire, selon ma méthodologie, un bon Memba Walk. La deuxième, c'est d'être capable de poser des questions. D'accord? Donc, les leaders doivent comprendre les choses du point de vue de l'opérateur. D'accord? Un manager, il a plutôt tendance à être le sachant. Généralement, un manager, c'est quelqu'un qui a évolué dans l'organisation. Il pouvait être opérateur, il est passé superviseur, puis manager. C'est bien d'avoir cette possibilité d'évoluer dans les organisations, mais ça ne développe pas forcément des qualités d'empathie, de questionnement et d'écoute et de reformulation. Donc, de se mettre à la disposition et au service pour essayer de comprendre ce que vit l'opérateur, ben, c'est une capacité qui est particulièrement importante et l'esprit qu'il faut avoir quand on veut aller se déplacer sur le terrain. Ensuite, ben, c'est de montrer du respect. C'est-à-dire que là, le leader, au moment où il va se déplacer sur le terrain, il va se mettre en position de serviteur. Il est au service de la personne et il cherche à comprendre et il la respecte dans ce qu'elle fait. Il n'est pas dans une position de jugement. D'accord? Donc là, vous voyez, pour ça que je vous ai défini la différence entre un manager et un leader, c'est-à-dire que là, il va falloir, pour que ça puisse être réussi dans ma version, d'accord, avoir vraiment développé des capacités de leadership. Parce que ces capacités de se mettre au service, de marquer de la considération, du respect, d'être capable d'écouter, de questionner et de partir avec une intention d'aller aider, d'aller apporter, créer une valeur ajoutée pour euh, une personne sur le terrain, eh ben, ce n'est pas le même état d'esprit que je sais ce qu'il faut faire et je vais t'expliquer et je vais t'ordonner presque de faire ce que tu dois faire. D'accord? Donc, porte tes équipements de protection individuelle. Euh, voilà. Alors, les bénéfices que l'on attend de tout ça, bien évidemment, donc, c'est d'être capable, au moment où on va interagir, de pouvoir comprendre du point de vue de l'opérateur qu'est-ce qui se passe et nous, de repositionner la valeur santé et sécurité comme une valeur prioritaire, de redonner du sens à la valeur santé et sécurité comme prioritaire et aussi de pouvoir réexpliquer pourquoi on a telle vision, pourquoi on a tel objectif. D'accord? Donc ça va être les opportunités. C'est-à-dire que quand on est opérationnel, on a tendance à être la tête dans le guidon et donc on est dans un tunnel aspiré par la production, les délais, les coûts, la productivité, etc. Et là, le rôle du leader, justement, ça va être d'extraire la personne de ce rouleau compresseur, de ce tunnel qui vous entraîne et dans laquelle vous perdez la connexion avec vos valeurs, avec des choses importantes. Donc, ça va être ce job-là. Ensuite, ça va être de transformer les états d'esprit. Si une personne avec qui on va discuter n'a pas un état d'esprit qui est positif, qui est favorable, d'accord? Et bien là, il va falloir, pareil, avoir des capacités de leader pour les switcher, pour remettre la personne dans un état d'esprit favorable. À la fin de la discussion et à la fin de l'échange, d'accord, si la personne a le sourire, c'est un indicateur positif, notamment quand on parle de santé et de sécurité et qu'on doit faire respecter un certain nombre de choses qui peuvent être contraignantes. D'accord? Donc là, transformer les états d'esprit, ça va être le bénéfice. Et effectivement, quand on a un état d'esprit favorable, on a accès à ce que moi j'appelle à des ressources qui s'appellent viva, c'est-à-dire notre volonté, nos intelligences, notre vigilance et notre attention. Et c'est viva, notre volonté, nos intelligences, notre vigilance et notre attention, qui est capable de nous ramener à la maison en pleine santé et en pleine sécurité. Hein, la plupart des accidents, on dit c'est 98%, 95%, c'est dû au comportement humain, mais en fait, souvent, c'est un problème d'attention. Souvent, c'est un problème de vigilance. Souvent, c'est un problème de ne pas avoir accès à ces capacités intellectuelles, du fait de la fatigue, du fait du stress, du fait de tout un tas de choses. D'accord? Donc, d'être capable d'avoir le bon état d'esprit favorise l'accès à ces ressources, donc favorise le fait de rentrer à la maison en pleine santé. Et le troisième bénéfice, c'est de solutionner les problèmes, c'est-à-dire d'apporter une valeur ajoutée tout de suite à l'opérateur, d'accord, à la personne. Donc là, je voulais bien vous mentionner, la différence entre un manager et un leader,
Donc, OK, on a besoin de managers qui sont indispensables dans les organisations, mais quand on veut transformer la culture d'une organisation, on a besoin d'autres capacités. Et si on veut utiliser le Gamba Walk santé et sécurité tel que je vous le propose, eh ben, c'est des capacités de leader qu'il va falloir avoir parce que vous voyez l'état d'esprit qu'il faut avoir et vous voyez les bénéfices qu'on peut obtenir par rapport à ça. Voilà, donc j'espère que je suis à peu près clair. Pour synthétiser, hein, le Gemba Walk sécurité, selon culture, santé et sécurité, ben, c'est un rituel qu'on va mettre en place à une fréquence définie. Alors moi, j'aime bien plutôt la fréquence de une fois par semaine parce que l'état d'esprit fluctue tellement au cours d'une journée, au cours d'une semaine, au cours d'un mois, qu'il faut une capacité d'adaptation et de réaction assez rapide des leaders pour switcher les états d'esprit négatifs en états d'esprit positifs. Donc, c'est un rituel à fréquence définie où l'équipe des dirigeants du comité de direction d'un site va se déplacer ensemble sur le terrain, au contact des personnes, pour aller prendre connaissance de leur réalité opérationnelle et se mettre à leur service, les écouter et leur apporter de la valeur ajoutée. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la définition telle que j'en ai. Et donc, on voit que le Gamba Walk versus leadership, ben, l'exercice, l'outil par excellence pour démontrer son leadership, ben, c'est bien le Gamba Walk, puisque là, le leadership, c'est une personne qui est capable d'influencer et de motiver une ou des personnes vers une vision. D'accord. De recentrer la personne, recentrer son état d'esprit vers la vision et de la sortir du flux de la production, de la productivité, de tout un tas de choses qui sont importantes, oui, mais qui, à la fin de la journée, ne sont pas uniquement essentielles, parce que ce qui est le plus essentiel, bah, c'est de repartir quand même à la maison en pleine santé et en pleine sécurité pour profiter un petit peu de la vie après le travail. Il n'y a pas que le travail. Donc, voilà un petit peu présenter tout ça pour vous donner donc une idée de comment j'imagine les choses et pourquoi je le réserve au comité de direction, cet outil. Bah, tout simplement parce qu'à un moment donné, on a 10 leaders qui vont aller sur le terrain, d'accord, généralement en binôme, aller au contact des gens. Donc, ce n'est pas pour faire une causerie, ce n'est pas pour faire une visite comportementale, non, c'est pour aller sonder les états d'esprit des personnes, se mettre à leur place, les écouter, se mettre à leur service, leur apporter une valeur ajoutée, switcher leur état d'esprit. Et si ça, c'est bien fait, ça a un impact très important sur l'organisation, d'accord? Parce que si c'est bien fait, ben, on switch d'un seul coup des états d'esprit négatifs en états d'esprit positifs. Les gens sont contents et donc il y a un effet boule de neige. Quand les gens sont contents, ils en parlent à leurs collègues. D'accord. Et c'est ça qui génère l'effet boule de neige. Donc, si vous allez avec 10 personnes sur le terrain une fois par semaine, que vous impactez, admettons, 2 personnes pendant l'heure où vous allez être sur le terrain, que vous switchez les états d'esprit, que vous apportez une valeur ajoutée à une personne, ben, d'un seul coup, c'est 10 personnes qui vont en parler à 10 autres. Et c'est là qu'est l'effet boule de neige. C'est un effet boule de neige qui peut être vertueux ou vicieux. D'accord. Cette boule de neige, si elle amène à des états d'esprit négatifs, eh ben, au contraire, elle a des effets pervers. Donc, c'est pour ça que cet outil, je le réserve uniquement à des gens qui ont déjà un petit peu plus naturellement des capacités de leadership, bien que les capacités de leadership, on verra tout à l'heure, que tout le monde peut les développer. Ça s'apprend. Comme on nous a appris à être de bons managers, on peut apprendre à développer certaines capacités, certaines caractéristiques du leader pour avoir la valeur ajoutée que l'on recherche. D'accord. Donc, maintenant que je vous ai présenté un petit peu ce préambule et ce que j'entendais par le Gamba Walk santé et sécurité, hein, donc version culture, santé, sécurité, hein, je vais vous présenter comment vous pouvez le mettre en place, les 4 grandes étapes. Donc, il y a 4 grandes étapes. 1, la phase de préparation, 2, la phase d'échange sur le terrain, 3, l'auto-évaluation et 4, le débriefing. Donc, la première étape, ça va être de se préparer. Alors, ça ne paraît pas se préparer, mais imaginons que c'est un rituel que l'on a une fois par semaine. Imaginons, je vais prendre un exemple que moi j'ai vécu réellement dans une des entreprises du nord de la France, sur un très gros site, où avec cet outil, on a été chercher de belles performances. Imaginons que c'est le vendredi
de 10h à 11h ou de 10h à midi en fonction de la taille de votre site, d'accord, que vous vous réunissez. Les 10 premières minutes, eh ben, ça va être de faire le point, OK, est-ce qu'il y a des nouveaux participants? Qui est présent? Les points d'attention particuliers, OK, est-ce qu'il y a des choses particulières dans un service? Une montée en température, une montée en pression, une montée en stress, une montée en angoisse. Est-ce qu'il y a eu des accidents ou des incidents particuliers? Est-ce qu'il y a des nouveaux équipements, des nouvelles personnes? D'accord? C'est brièvement de s'interroger et de faire une hiérarchie de, OK, qu'est-ce qui est le plus chaud? Où est-ce que nous, on va pouvoir apporter notre valeur ajoutée? On va ensuite faire les binômes et se répartir les zones. D'accord? Donc voilà les éléments essentiels de la phase de préparation. Dans la phase de préparation aussi, si on pratique le réfléchir avant d'agir, eh ben on veillera à ce qu'on est bien équipé, on a les bons équipements, etc., pour pouvoir être exemplaire. D'accord? Donc cette petite phase-là, elle ne dure pas très longtemps, mais elle va permettre d'orienter sur les choses principales à aller voir, la valeur ajoutée qu'on veut apporter aujourd'hui, cette semaine, en fonction de la température du terrain. Ensuite, on va aller sur le terrain et là, on va essayer d'avoir les échanges. Donc là, on peut commencer par des amorces avec des techniques, je dirais, assez communes au contact santé-sécurité. On va se rendre visible de l'employé, on va lui demander si on peut l'interrompre. D'accord. Donc là, je vous ai marqué quelques phrases. Je suis conscient que vous avez des contraintes liées à votre poste, mais est-ce que vous accepteriez de passer quelques minutes pour qu'on échange ensemble? On peut présenter la démarche et l'esprit Gamba Walk. Donc, je suis là un petit peu pour prendre la température, pour voir quelle valeur ajoutée je peux vous apporter. Quels sont les problèmes que vous rencontrez, à laquelle vous devez faire face. Alors, on va commencer à essayer à avoir une discussion sous forme de questionnement pour s'intéresser à la personne, s'intéresser à son contexte de travail et essayer de détecter où est-ce qu'on va pouvoir apporter une valeur ajoutée. Si à un moment donné, à la fin de la discussion, on a enlevé un petit caillou dans la chaussure d'une personne, on marque énormément de points en tant que leader. D'accord? Donc, quelques questions en exemple, mais c'est surtout vraiment du questionnement. D'accord? Donc, c'est pas j'arrive et puis j'ai vu qu'il ne portait pas les équipements. OK, gars, il faut que tu portes tes lunettes. Tu ne respectes pas la consigne, ça fait 3 fois que je te prends. OK. Si on démarre comme ça, d'accord, ça c'est une méthode un petit peu plus manager, OK, on ne va pas arriver à switcher les états d'esprit. Qu'est-ce qui va se passer? On va refermer la personne sur elle-même et on ne va pas lui permettre de s'ouvrir, d'être en confiance et de nous livrer des choses intéressantes et surtout lui switcher l'état d'esprit. Donc, sur quoi travaillez-vous aujourd'hui? Si je travaillais avec vous, de quoi qu'est-ce que j'aurais besoin de savoir pour rentrer à la maison en pleine santé et sécurité? Si c'était un de mes enfants qui travaillait, qu'est-ce que vous lui diriez? Ou un de vos enfants qui travaillait à votre poste, qu'est-ce que vous lui diriez pour éviter qu'il se blesse? Comment pourriez-vous faire pour qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour rendre le travail encore plus sûr, etc., etc. D'accord. Donc c'est que du questionnement. On s'intéresse à la personne et on essaie de détecter là où on va pouvoir apporter une valeur ajoutée. Donc cette phase-là, c'est la phase la plus importante dans le timing. Elle va durer à peu près 40-45 minutes. D'accord. Donc l'idée, c'est pas d'avoir le maximum de contacts, c'est d'avoir 1 ou 2 contacts, mais bien réussis. 1 ou 2, alors je dis contact, 1 ou 2 interactions avec des personnes, mais d'avoir apporté une valeur ajoutée. D'accord? C'est ça l'indicateur. C'est ça ce qui doit nous dire, OK, j'ai réussi mon Gamba Walk si j'ai switché un état d'esprit et si j'ai apporté une valeur ajoutée. Donc, ça va être particulièrement important. Et là, je vous réfère au slide sur l'état d'esprit pour être sûr que effectivement ça se passe bien. Et l'idée, c'est de bien le réussir parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on veut créer une boule de neige vertueuse et pas une boule de neige dévastatrice, d'accord, il faut avoir réussi ces éléments-là. C'est pour ça que cet outil, je ne le confie pas dans les mains de toutes les personnes. Il faut déjà avoir une certaine capacité de leadership. Mais il est très puissant pour faire des turnarounds rapidement, pour, par exemple, des fois dans des contextes où il y a des changements organisationnels importants, où les gens sont affolés, les gens sont stressés, où il y a des négociations avec les syndicats, des risques de grève, etc. Boum, ça, c'est des excellentes opportunités pour aller switcher les états d'esprit. On est vraiment dans un exercice de leadership. D'accord? On n'est pas dans un exercice managérial. Donc,
Ensuite, ben, sur le chemin du retour, parce que ça va assez vite, on va évaluer sa performance. Et ça, c'est quelque chose, voyez, d'important. Quand on est manager, on ne prend pas pour habitude d'évaluer sa performance. Ici, un leader, ben, il est toujours en train de rechercher du feedback, toujours en train de regarder comment il pourrait s'améliorer. Il a l'esprit d'amélioration continue. Donc, quel a été mon impact sur le comportement de l'employé et son état d'esprit? Est-ce que j'ai apporté une valeur ajoutée? Est-ce que j'ai le sentiment que l'employé était plus impliqué après la fin de notre échange? Voilà, 3 questions et je réponds. Des fois, ça ne marche pas. Ok, il faut être humble. Ça m'est arrivé, ou ça m'arrive encore, des fois, bah, ok, on s'est pas bien préparé, on n'a pas bien posé les bonnes questions, on n'a pas bien identifié là où on pouvait apporter une valeur ajoutée, c'est pas grave. L'idée, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour être meilleur? D'accord. On n'apprend pas à faire un coup droit gagnant en tapant la balle une fois de temps en temps. D'accord. Donc, il va falloir s'entraîner, il va falloir régulièrement que vous vous donniez un retour le plus objectif, c'est entre vous et vous-même pour être sûr que voilà, vous avez eu l'impact nécessaire. Et ensuite, ben, on va de nouveau se réunir en équipe et on va ben, faire le débriefing. Là, le débriefing, c'est pas de raconter des histoires, on a maximum 10 à 20 minutes. Hein, donc là, 20 minutes, c'est pour 2 heures, donc c'est des gros sites. 10 minutes, c'est pour 1 heure, en gros. Donc, on va revenir et on va brièvement voilà, dire la valeur ajoutée qu'on a apportée, si on a réussi à switcher les états d'esprit et éventuellement, si on n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les points de vigilance, dans les listes d'actions à suivre pour apporter une réponse à l'opérateur, une réponse qu'on n'a pas su apporter immédiatement. Donc, une valeur ajoutée qu'on n'a pas su créer immédiatement. D'accord. Donc, cette étape de débrief, elle est aussi importante. Et donc, vous avez une équipe au début, vous avez une équipe en fin, d'accord, et vous avez une équipe qui est au même moment sur le terrain avec le même état d'esprit pour obtenir les mêmes bénéfices. C'est la puissance de l'outil. D'accord. Donc, j'espère que j'ai réussi à vous expliquer comment je visualisais cet outil. Donc, pour résumer, les apprentissages, là, donc le Gemba Walk, c'est vraiment un outil de leadership par excellence, puisqu'il va nous permettre vraiment de mettre en avant des capacités. Alors moi, j'en ai nommé 5, hein, être capable de définir une vision et donner du sens, influencer les croyances et les valeurs, générer de l'enthousiasme, engager et impliquer, être exemplaire. D'accord. Donc ça, c'est mon modèle de leadership chez Culture Santé Sécurité. Et en étant au contact de la réalité opérationnelle, connecté au service des personnes, d'accord, qui créent la valeur. Hein, qui crée la valeur dans une organisation? Ben, c'est les personnes à leur poste de travail. Hein. Si on les enlève, ces personnes, ben, il n'y a plus de création de valeur. Donc le leader va transformer positivement les états d'esprit des personnes avec lesquelles il interagit. D'accord. Les personnes impactées ouais, vont alors diffuser cet état d'esprit positif. Mais c'est pour ça que je le réserve au comité de direction. Ils peuvent aussi, si ça ne marche pas, diffuser un état d'esprit négatif. Et c'est comme ça qu'on peut vite foirer et vite arriver à une catastrophe sur un site. Par contre, si c'est bien fait, eh ben, on peut au contraire switcher rapidement et transformer rapidement des états d'esprit négatifs et les remobiliser. Donc, on a vu qu'il y avait 4 étapes. Chaque étape est importante. L'étape de valeur, la préparation, hein, pour savoir s'aligner sur les thématiques que l'on va discuter, l'interaction avec les personnes, donc c'est là où on va créer la valeur ajoutée, l'auto-évaluation pour pouvoir être dans l'esprit d'amélioration continue, et enfin le débriefing, de nouveau la cohésion et les échanges sur ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, ce qu'il va falloir suivre et résoudre la semaine d'après. D'accord. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. Est-ce que vous avez… Je peux faire quelques commentaires par rapport à ce Ouais, que tu as présenté. ouais. Merci hein, déjà, David, pour cette présentation. Je te donne la parole juste après. Quelques petits compléments que moi je pourrais apporter par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir également. Un une des clés, tu l'as très bien dit, hein, c'est la capacité d'écoute, la capacité à se mettre en tant que leader. Donc, c'est vraiment l'étape zéro dans ton processus qui est quasiment la plus importante. C'est vraiment pour chacun de se mettre dans la position du leader pour pouvoir arriver sur le terrain et être à l'écoute des gens, à vouloir vraiment comprendre ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Donc ça, je suis parfaitement d'accord. Un des écueils qu'il pourrait y avoir, par contre, c'est vouloir imposer une solution, et notamment le terme Gemba Walk.
Je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur la culture de sa propre entreprise. Le terme en lui-même peut être quelque chose de très négatif, de reçu comme très négatif. Donc ça peut être aussi un très bon outil, mais où il faut juste l'appeler comme on a l'habitude de l'appeler, visite terrain, si on a envie de l'appeler visite terrain, ou tout autre terme. Le terme en lui-même, Gemba Walk, peut agacer certains qui vont y trouver des anglicismes, qui vont y trouver des méthodes un peu trop lean, et on va perdre l'efficacité de l'outil à partir uniquement de vocabulaire. Mais il faut y faire très attention. Ça peut froisser, des gens peuvent avoir eu une mauvaise expérience, hein. C'est comme avec les outils comme le 5S. Ils peuvent avoir déjà dans le passé avoir vécu parce que l'outil était mal utilisé, donc avoir une mauvaise image de l'outil. Donc il faut vraiment faire attention à ces choses-là, vraiment se poser en amont ces questions-là. Comment on va l'introduire, qui va constituer l'équipe, puisque tu as bien parlé d'une équipe également de direction. Alors moi, je serais un peu plus large aussi par rapport à l'équipe de direction. Je suis totalement d'accord sur le fait que c'est la direction. On peut aussi y adjoindre des représentants C2SCT. S'il y a une bonne culture, toujours pareil, hein, si la culture le permet dans l'entreprise, on peut aussi y mettre d'autres leaders qui vont être dedans et qui vont pouvoir aider à progresser dedans. Donc on peut aussi l'adapter un petit peu. Je renie absolument pas tout ce que tu as pu dire, David. Je dis juste qu'il faut l'adapter, voir un petit peu en termes de durée, en termes de fréquence, en termes d'appellation, en termes d'équipe, comment l'adapter à la culture, à la taille de son entreprise, à l'historique de son entreprise. Et là, je te rejoindrai, et c'est pour ça que j'avais demandé cette présentation. Et une fois qu'on a bien fait ça, on a un outil qui est extrêmement puissant. Il faut bien sûr être profondément convaincu en tant que manager, leader, que cet outil-là va permettre d'atteindre les performances derrière dans la durée. Et je pense que si on en est convaincu, au lieu d'être derrière son ordinateur, on va aller beaucoup plus souvent sur le terrain. Et peut-être que le fait d'avoir décidé d'une fréquence tous les 15 jours, on va passer très rapidement à toutes les semaines parce qu'on va s'apercevoir qu'en fait, c'est le meilleur moyen pour savoir et pour résoudre ce qui se passe sur le terrain et pour justement emmener les gens à aller beaucoup plus loin. Voilà, alors là, il y a des questions qui arrivent. On va les reprendre juste après. Je te laisse faire une petite présentation complémentaire, David, et puis on prend les questions qui sont en train d'arriver. On est parfaitement dans le timing, donc il reste 5 minutes de présentation, et puis après, on ouvre les micros et vous aurez toutes les questions que vous voulez. Ok. Donc, je remercie Eric parce qu'il m'offre la possibilité, l'opportunité de vous présenter un module que je lance là, qui est Les portes sont ouvertes, hein, du 11 au 21 septembre. Et je me suis dit, c'est quand même une belle opportunité de vous le proposer. On a vu que le leadership, c'est une capacité, donc c'est une capacité qu'on peut développer. On nous a surtout formés à être des bons managers et très peu des leaders, mais aujourd'hui, c'est des capacités qu'on peut développer. Et j'ai ce programme qui ouvre du 11 au 21 septembre 2023 en mode cohorte. Et en mode cohorte, donc c'est un groupe, je vais constituer un groupe de personnes qui peuvent venir d'environnements différents, qui vont se réunir ensemble pour pouvoir apprendre, échanger, créer des liens et progresser ensemble pour développer leur capacité de leadership. Donc, bien évidemment, dans ce programme-là, il y a la possibilité de joindre 2 programmes, soit Premium, soit Excellence, donc en fonction de vos besoins et puis en fonction de vos ressources aussi financières. Donc, il y a 2 possibilités de rejoindre. Le programme Premium, il comprend un accompagnement en ligne constitué de 2 parties. Donc, une introduction au leadership où vous allez vraiment apprendre les fondamentaux de leadership, notamment qu'est-ce qu'un leader et comment vous allez pouvoir vous inspirer des leaders, les copier, les imiter. Donc, il y a des techniques avec des techniques de coaching. Je vais vous donner ça. Et puis après, on a une deuxième partie où on a les 5 clés essentielles. Donc, la vision, influencer les croyances et les valeurs, générer de l'enthousiasme, engagement et implication, exemplarité. Donc, où on va dans le détail et je vous aide à développer ces capacités. Et toutes les semaines, donc en mode cohorte, non, tous les 15 jours, pardon, il y a 6 webinaires. Donc, le programme, il s'étale sur 3 mois et vous avez des interactions avec moi où je vais pouvoir répondre à vos questions, affiner avec vous des points de blocage et puis vous challenger, vous coacher et m'assurer qu'il y a une cohésion collective, une intelligence collective qui se crée pour pouvoir être créatif.
Le programme Excellence, c'est le programme Premium, celui que je viens de vous présenter, mais en plus, il y a une troisième partie. Donc là, c'est pour exceller durablement dans son leadership. Donc de nouveau, c'est un accompagnement en ligne. Et en plus des séances de webinaires collectifs, vous avez des séances de coaching individuel. Donc là, on va vraiment aller dans le détail d'éléments transverses aux leaders, donc tels que la capacité à communiquer, la capacité à prendre des décisions stratégiques. Hein. Derrière un leader, il y a aussi un stratège. L'amélioration continue et durée dans le temps. Hein. Avoir 1 million d'heures sans accident, c'est bien, mais aller chercher 2 millions ou 5 millions sans accident, bah, il y a aussi un état d'esprit qui doit s'upgrader. D'accord. Là, vous aurez des outils. Il y a des outils indispensables aux leaders. Et puis, il faut savoir aussi définir des règles et la motivation progressive. Donc, pour motiver les gens, je parle de motivation progressive, mais ça inclut à la fois au recadrage, à la sanction, mais à la valorisation, à la récompense. Donc, voilà, tout ça, vous allez avoir des éléments transverses aux 5 clés. Et avec un coaching individuel, on ira vraiment voir qu'est-ce qui vous bloque, vous, dans vos capacités de leadership. Moi, en tant que coach, j'utilise une formule R égale P moins I fois M. M, c'est la motivation. Si vous rejoignez le programme, vous êtes motivé. Vous avez envie de développer votre leadership, vous croyez en vos capacités, vous avez envie de transformer la culture de votre organisation, il n'y aura pas de problème. P, le potentiel, il n'y aura pas de problème avec les outils que vous allez avoir, tout le parcours de développement, vous allez développer votre potentiel. Mais I, les interférences. Si vous avez des interférences qui sont égales à la somme du potentiel que vous allez développer, ça peut être des peurs, ça peut être des croyances limitantes, eh ben, vous n'allez pas avancer, vous allez stagner. En coaching individuel, on va aller dans une atmosphère de confiance, ensemble, en toute discrétion et toute confidentialité. Je vais aller vous aider avec des outils de coaching vraiment élaborés. Qu'est-ce que je voulais proposer pour l'INF? Je voulais proposer 25% de réduction sur les packs premium et les packs excellence. En plus, vous offrir 3 modules que j'ai. Voilà. Donc, quand vous recevrez le replay du webinaire, vous aurez un lien. Je peux vous partager le lien éventuellement. Ce sera mis dans la diffusion du replay. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, vous pourrez comme ça aller découvrir la proposition plus en détail. Et puis, bien évidemment, vous pouvez prendre aussi un rendez-vous avec moi. Je sais que les investissements sont importants. Et justement, je veux pouvoir offrir aux membres de l'INF. Je trouve que cette association, elle a vraiment, qui existe depuis plus de 100 ans, vraiment un très grand mérite d'exister et tous les apports. Et il y a des apports là, complémentaires que moi, je peux venir faire. Qui sont ultra pointus. Hein, c'est mon domaine d'expertise de travailler sur les états d'esprit, le leadership et la transformation de la culture. Voilà, vous donnez la possibilité d'accéder à tout ça. Donc, avec le code LEADER INF25, vous pourrez bénéficier de 25% de réduction. Donc, il y a jusqu'au 21 septembre. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en faire part et je remercie encore Eric de cette opportunité de me laisser vous parler de ce projet. Et bien évidemment, en cliquant sur ce lien, vous pourrez avoir accès au replay des webinaires et vous inscrire à d'autres webinaires sur les thématiques qu'il y a jusqu'au 21 septembre. Voilà les éléments que je voulais vous présenter. Et bien évidemment, maintenant, on peut revenir essayer de répondre à vos questions. Tout à fait, David. Merci pour cette petite présentation sur les services que tu peux offrir. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, en effet, pour avoir une capacité de bon leader. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou est-ce que je prends les questions qui sont sur le chat? On a pas mal de questions. Mais si un de ceux qui a écrit veut la lire directement, je vous invite à ouvrir votre caméra, à ouvrir le micro, et puis on va pouvoir échanger. Voilà, bon, si personne ne prend la parole, je vais prendre la première question, parce que de toute façon, il y en a plusieurs qui se recoupent. Une question que Dorian Mercier avait posée. Le bilan des Gemba doit être communiqué auprès des représentants de services, des managers, un peu plus bas. Et en quoi peut-on les rendre acteurs sur l'après? Hein, donc là, c'est vraiment, on est sur les livrables. On a fait le Gemba Walk, on a résolu la problématique pour l'opérateur ou l'opératrice en question. Qu'est-ce qu'on fait du management intermédiaire? Qu'est-ce qu'on donne comme information à la sortie du Gemba Walk? Alors, donc c'est une excellente question parce qu'effectivement, vous avez compris que cet exercice où le top management se déplace sur le terrain, ça chante toute la ligne hiérarchique.
et c'est volontaire dans l'esprit de cet outil. C'est volontaire parce que qu'est-ce qui se passe dans une ligne hiérarchique? Il y a une transformation des messages entre un message que l'on donne de la tête et après, quand il passe de personne à personne dans les différentes strates, et puis qui arrive sur le terrain, il est complètement transformé. On a tous déjà joué à ce jeu de se passer un message et faites l'exercice à 3 ou 4 personnes, le message est complètement transformé quand on arrive au quatrième. Donc, effectivement, on chante la ligne hiérarchique, c'est volontaire. L'idée, c'est justement d'aller pouvoir recommuniquer en direct toutes les incompréhensions par rapport à la vision, aux objectifs que l'on s'est donnés, aux priorités, aux valeurs que l'on s'est données. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc, ça peut mettre en porte-à-faux effectivement des managers ou des leaders qui auraient eu une interprétation différente, qui auraient donné une interprétation différente du message à un moment donné qu'il a reçu. Et donc, effectivement, ça peut créer dans la ligne managériale, à un moment donné, des frustrations. Donc, si on repère ces frustrations, on les traitera indépendamment pour pouvoir refaire le point avec ce manager ou ce superviseur qui, à un moment donné, n'a pas compris ou n'a pas réussi à cascader la bonne signification des messages. D'accord? Donc ça, oui, c'est effectivement, il y a cette petite. Alors, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que bon, au début, tout le monde est surpris, mais après, quand le rituel est installé, tout le monde sait combien. Et tout le monde, à un moment donné, va aussi essayer de soulever ces problèmes. Et on peut très bien avoir une discussion avec un superviseur ou un manager qui est pas bien, qui se sent pas bien, et l'aider et lui apporter de la valeur ajoutée au même titre qu'on le ferait à un opérateur sur le terrain. Donc, ils ne sont pas exclus, ils sont inclus, mais effectivement, l'exercice vise à aller redonner du sens à la vision, aux objectifs, aux valeurs que l'on a définies pour l'organisation. Merci pour cette réponse, hein. J'ajouterais par rapport à ça, hein, il faut en effet faire un travail préalable sur l'ensemble de l'entité, que ce soit le management intermédiaire, que ce soit les représentants du personnel, voilà, pour que les gens comprennent bien qu'est-ce qui va être fait et le but recherché par ce genre d'outil, pour pas que les gens le prennent personnellement, pour pas que les gens soient mis en défaut dessus, pour pas que les gens se sentent remplacés par le top management qui ferait une descente pour voir tout ce qui ne va pas. Donc il y a vraiment toute une question de culture et de préparation avant de commencer à les faire, qui est très très importante. Il faut vraiment déjà bien connaître, je pense, la culture de son entreprise pour connaître quels sont les outils qu'il va falloir utiliser en amont pour préparer cette intervention. Il y avait Richard Vadou qui a demandé la parole. Allez-y. Oui, bonjour. Écoutez, je vais poser ma question en direct. Quand on va effectivement mettre en place cette démarche, forcément, on va générer une attente de la part des salariés sur l'amélioration ou sur la résolution des problèmes identifiés. Comment gérer le fait que culturellement ou par la vie d'une entreprise, le problème à nouveau identifié n'ait pas été traité par le passé de façon récurrente? Comment arriver de cette là à modifier la vision du salarié qui est frustré, puisqu'en fait on revient le voir pour répéter la énième fois qu'on a identifié un problème et qui n'a jamais été traité, et comment donc arriver à transformer cette, cette négativité, cette approche pour pouvoir, le faire revenir un petit peu dans un cercle plus vertueux où il va avoir effectivement un esprit positif. Parce que souvent, on va retrouver ce sujet que les problèmes ne sont pas traités, gérés depuis un petit moment. OK, donc c'est une excellente question puisque ça va être justement tout l'enjeu de l'exercice. Alors, je vais réexpliquer parce que ça dépend des problèmes, ça dépend du contexte de l'entreprise, ça dépend aussi de la personnalité de la personne à qui on s'adresse. Donc, il y a plein de variables. Donc, c'est important de comprendre que la réponse que je vais donner, elle est générale et elle ne prend pas en compte toutes les variables qu'il y a. Toutes les variables qu'il y a, c'est justement la capacité du leader, en posant les questions, à détecter sur quelle variable il va pouvoir jouer et apporter une valeur ajoutée. Donc,
il y a des problèmes qu'on ne sait pas résoudre et qu'on n'arrivera peut-être pas à résoudre dans les 5 ans ou les 10 ans à venir. Les gens peuvent garder une frustration là-dessus. Ok, donc, s'ils restent avec leur esprit focalisé sur cette problématique qui n'est pas soluble maintenant, et là, il faut être honnête et savoir dire, OK, on ne sait pas la résoudre, OK, mais à un moment donné, qu'est-ce qui pourrait quand même permettre qu'on améliore votre situation en dehors de cette situation? Donc, essayez de défocaliser la personne de son problème pour la remettre sur un problème qu'éventuellement on va pouvoir gérer et apporter une valeur. D'accord? On peut aussi décomposer le problème, d'accord, qui est complexe et insoluble, en petits problèmes où il y a un élément éventuellement qu'on pourrait solutionner et qui pourrait diminuer la frustration de la personne. Mais tout l'enjeu, effectivement, vous l'avez bien dit, c'est d'arriver à la fin de la discussion, dans tous les cas, à avoir switché l'état d'esprit de la personne en un état d'esprit négatif ou défavorable, en un état d'esprit positif. D'accord? Et là, ça va être essentiellement par l'art subtil du questionnement pour identifier là où je peux apporter de la valeur ajoutée. C'est pour ça que je dis bien que cet outil, je ne le confie pas à n'importe qui. D'accord? Et il faut avoir déjà une certaine manière d'appréhender les personnes, les choses, pour pouvoir rentrer en empathie, mettre en confiance la personne, qu'elle se sente en confiance, etc., etc. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'espère avoir répondu à votre question. Dites-moi si c'est suffisamment clair ou s'il faut que j'explique un petit peu plus. Non, je pense que c'est assez clair. C'est effectivement, c'est être, franc et honnête, sur, la capacité ou pas à traiter le problème, là. Je pense que c'est aussi une attente, du salarié, qu'on ait une certaine franchise et qu'on puisse lui expliquer qu'on ait des difficultés à mettre en place des solutions. Parce qu'ils ne sont pas bêtes non plus, ils attendent, pas qu'on les infantilise, mais aussi qu'on leur explique. Et là, on doit avoir un discours où on se met à leur niveau pour bien leur donner les éléments de compréhension. Mais je comprends qu'effectivement, dans ces cas-là, il faut jouer sur d'autres variables pour essayer de réorienter un petit peu la conversation et de l'amener sur un terrain, entre guillemets «plus favorable» où on va, pouvoir, l'accompagner et reprendre une Voilà. vision un peu plus positive. Voilà. Tout à fait. Défocaliser, et il y a un mot que j'aime bien que vous avez utilisé là, Richard, c'est infantiliser. Et effectivement, quand on est dans une position de manager à opérateur, on est plutôt dans, vous voyez, en analyse transactionnelle parent-enfant. Et ici, dans l'exercice de leadership que je propose, effectivement, dans l'analyse transactionnelle, on serait un peu plus adulte-adulte. Voilà, tout à fait. Et je dirais même adulte-serviteur. C'est-à-dire que le leader, là, il va se mettre en position de service. OK, je ne peux pas t'aider sur ce problème-là, mais sur quoi d'autre je pourrais t'aider? OK, celui-là, on n'a pas de solution. Je suis désolé, pour l'instant, on n'a pas réussi. Mais OK, ça ne nous a jamais empêché de continuer à produire, d'avoir des excellentes performances. OK, on le garde, mais pour l'instant, on ne sait pas. Sur quoi d'autre, aujourd'hui, tu aurais un besoin sur lequel je pourrais t'aider tout de suite? Voilà, défocaliser l'attention de la personne de la partie négative à la partie positive et nous détecter là où on peut apporter la valeur. Hein? Donc, vous voyez que c'est quand même un outil qui demande des qualités relationnelles où il va falloir s'entraîner. Alors, attention, je peux avoir tendance à vous montrer que, parce que vous me posez des questions en même temps qui sont d'un haut niveau de difficulté, mais que c'est difficile. Mais ça s'apprend, tout s'apprend. D'accord? En y allant avec le bon état d'esprit, en se préparant, en ayant la bonne intention, la bonne disposition d'esprit soi-même. OK, j'y vais pour apporter une valeur ajoutée, pour écouter, pour me mettre au service. Et non pas, je sais, je vais dire ce que la personne doit faire. Ça va déjà, ça c'est un switch déjà dans son esprit à opérer. Et avec le temps, c'est pour ça que le rituel, moi je pense qu'il est important au moins de le faire une fois par semaine. Moi je dis souvent à mes clients, hein, on n'apprend pas l'espagnol en prenant un cours d'1 heure par semaine. Si vous voulez savoir parler l'espagnol de manière fluente dans 1 an ou dans 2 ans, il va falloir vous entraîner. C'est la même chose avec cet outil. La capacité à poser des questions, la capacité à identifier des points où on va pouvoir apporter une valeur ajoutée, à défocaliser l'attention d'une personne sur quelque chose qu'on va pouvoir résoudre, ça s'apprend. C'est une capacité de leadership. Merci beaucoup, David, et merci pour la question, Richard. Laurent, j'ai vu que tu levais ton doigt, je vais te donner la parole tout de suite. Juste en complément par rapport à par rapport à cet échange, si on s'aperçoit également qu'il y a trop de problèmes du quotidien qui n'ont jamais de solution,
parce qu'il y a un engorgement, je ne sais pas, au service méthode, au service qualité, au service RH. C'est des choses qui peuvent se produire, hein. Je pense qu'on a tous été dans des postes où, en effet, de temps en temps, il y avait un problème d'engorgement et des choses très simples pouvaient ne pas se régler et où c'était difficile à justifier. Je vous renverrai vers l'intervention que j'avais demandé au directeur du site de VKR France, plus connu sous la marque de Velux, voilà, qui était intervenu d'ailleurs. David était présent également lors de notre journée de la prévention et qui justement, lui, avait fait le même constat, c'est-à-dire que les gens avaient des petits soucis du quotidien et ça posait des problèmes parce que après, c'est toujours les mêmes qui doivent intervenir. Et il avait donc mis en place, donc il avait remis en cause son organisation. Donc je dirais là-dessus, c'est aussi ce que le leader doit savoir faire, c'est remettre en cause aussi l'organisation qu'il a mise en place, parce que peut-être que il y a besoin d'un petit peu plus de souplesse, d'un petit peu plus d'autonomie, d'un petit peu plus de responsabilité. J'aime bien la notion que tu as donnée, David, sur justement le côté adulte. Et c'est aussi faire confiance aux gens. De temps en temps, il y a des choses qu'ils pourraient faire eux-mêmes aussi pour résoudre les problèmes et pour décharger les services. Et cet exemple que nous avait fait le directeur de VKR était justement à ce titre très intéressant. Et je vous invite à aller voir le replay qui existe sur notre chaîne YouTube également. Et vous verrez justement comment il a mis en place quelqu'un pour aider à résoudre des problèmes de qualité, aider à résoudre des problèmes de sécurité, aider à résoudre voilà, tous les problèmes. Ils ont des gens directement dans les ateliers pour leur donner un peu plus d'autonomie, un peu plus de responsabilité. Richard, je vous redonne la parole, mais j'avais promis à Laurent de lui donner la parole. Donc Laurent, je te laisse poser ta question. Merci Eric, bonjour à tous. C'était juste pour compléter la réponse à Richard. Il faut dire, attention, il y a un piège dans les données de sortie de ce genre de programme. C'est que si on ne sait pas résoudre la problématique et que cette problématique a été reprise dans l'évaluation des risques, donc il y a un point sur lequel je voulais attirer votre attention. Si vous avez effectivement des points qui ne peuvent pas être réglés, qu'on ne sait pas régler, jetez un œil sur votre évaluation de risque, savoir si effectivement ce point-là a déjà été remonté, quelle est sa gravité, quel est son impact calculé dans l'évaluation de risque, et à partir de là, se servir du Gemba Walk également comme une possibilité d'affiner l'évaluation de risque qui a pu être faite par l'expérience propre des collaborateurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est si effectivement on ne sait pas régler, c'est aussi un bon moyen pour que le manager de l'atelier puisse rediscuter avec l'ensemble de ses équipes en prenant l'exemple. Voilà, on a identifié tel problème. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, je retrouve ce que dit Eric. L'engorgement des méthodes et compagnie ou les problèmes financiers, ça n'existe jamais. Toujours est-il que si on peut se servir de ça pour améliorer la culture sécurité et le management qui est fait par le leader, c'est un bon moyen de faire participer tout le monde à trouver des solutions, des parades ou réduire le risque, etc. etc. Et donc ça, c'est un nouvel élément positif dans la culture sécurité de l'entreprise et dans l'amélioration de sécurité. Là, c'était tout ce que j'avais à dire. Merci Laurent pour cette précision. Richard? Oui, donc effectivement, le fait d'utiliser ce type de rituel, hein, c'est aussi, je pense, important de le figer et de montrer qu'on dédie un temps que sur un sujet sécurité, et donc ça montre l'importance qu'on y apporte. Mais ma question, c'était si vous deviez définir, allez, en une dizaine de mots, les objectifs précis de cette démarche, qu'est-ce que vous mettriez comme mot? Puisque je pense que c'est important qu'effectivement, si on veut mener à bien cette démarche, il faut qu'on ait à l'esprit et qu'on garde à l'esprit tout au long de l'entretien ces objectifs-là. OK. Alors, c'est facile parce que je l'ai répété plusieurs fois dans la présentation. Switcher les états d'esprit négatifs en état d'esprit positif et apporter une valeur ajoutée à quelqu'un. C'est tout. D'accord. Et ça, j'ai vu, il y avait des questions sur le livrable. C'est ça le livrable. Et vous voyez, quand on parle de culture, on commence à rentrer dans des notions, vous voyez, qui ne sont pas tangibles. Hein. Donc, c'est pour ça que les notions de culture, vous voyez, on sort d'un système de management où il y a des procédures, il y a une manière d'évaluer les risques, etc. C'est très structuré. Dans la culture, il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup de choses, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas mentionnées, qui se
qui représentent la culture. C'est un ensemble de comportements, de croyances, de valeurs qui sont partagés par des personnes, la culture d'une organisation, par une majorité de personnes dans une organisation. D'accord? Donc là, on va toucher des éléments qui sont un peu intangibles. Donc, switcher des états d'esprit, comment on le mesure, ça? Ben, on le mesure éventuellement avec le sourire qu'on a donné. On va le mesurer aussi dans le temps pour voir effectivement comment les gens ont réagi à nos interventions. Si les gens continuent à être frustrés, ben, c'est qu'on n'a pas réussi à switcher les états d'esprit. D'accord? Et je peux vous dire que quand vous apportez une valeur ajoutée à quelqu'un, aussi petite soit-elle, des fois, ce n'est pas grand-chose. Il ne s'agit pas d'aller chercher quelque chose d'exceptionnel, un gros investissement. Ça peut être un tout petit truc, d'accord? Lui mettre un outil à disposition, lui régler un problème d'accès à l'informatique, etc., etc. D'accord? Juste la résolution de ce petit problème va créer quelque chose dans la tête de l'opérateur, va générer une satisfaction qui va le switcher dans un état d'esprit positif. Donc, pour résumer, hein, Richard, transformer les états d'esprit en positif, apporter une valeur à quelqu'un. Alors, on est sur une définition, justement, on est sur une définition subjective d'apporter une valeur ajoutée, parce que notre valeur ajoutée n'est peut-être pas la même perception par l'opérateur. Donc, si je comprends bien, c'est principalement apporter une réponse à une de ses attentes. Voilà, c'est lui apporter, à un moment donné, un sentiment de satisfaction parce qu'on lui a apporté quelque chose. Et d'ailleurs, on peut lui demander, est-ce que ça vous apporte une valeur ajoutée, l'échange qu'on vient d'avoir ou ce que je viens de vous apporter? Hop, on peut lui demander pour soi-même, après, faire son auto-évaluation. Soyons clairs, hein, à un moment donné. Et puis, effectivement, des fois, on n'aura pas apporté. Là, il faut dire, je m'excuse, par contre, je vois que c'est important pour vous. Je vais m'engager, je vais le noter et je vais essayer de vous apporter une réponse pour la semaine prochaine, notre prochaine visite. Que ce soit moi ou un autre, on vous apportera une réponse. D'accord? Et c'est ça qu'on va redébriefer dans l'étape 4 pour justement voir les points qui sont chauds, qui nécessiteraient d'avoir l'intelligence collective pour trouver une solution. Mais oui, effectivement, hein, je rentre dans des notions qui sont moins objectives. Hein, quand on parle d'état d'esprit, quand on parle de culture, même quand on parle de leadership, on rentre dans des notions qui sont un peu subjectives, qui sont même parfois beaucoup subjectives. Oui, je pense qu'il faut savoir parfois perdre pour gagner sur le long terme. Tout à fait. Voilà. Est-ce que ça vous éclaire la réponse que je vous ai donnée? Oui, non, tout à fait, c'est clair. Enfin, j'ai déjà un peu pratiqué effectivement le Gemba, et c'est vrai que le frein, c'est surtout effectivement l'état d'esprit de la personne qui est en face et qui est frustrée, parce qu'on n'a pas forcément apporté des réponses, hein, pour différentes raisons, hein, voilà, et c'est comment on arrive effectivement à transformer ce sentiment, cette approche, et à renouer le contact, pour revenir dans une démarche, plus positive. C'est souvent, là où on a le plus de difficultés, parce que pour le reste, effectivement, la discussion, ça dépend des personnes, mais on arrive toujours à échanger et à faire en sorte voilà, d'éclairer un petit peu la personne, ou de l'aider en tout cas à mieux apprécier, appréhender son environnement en termes de sécurité. Mais on bloque souvent sur ce sujet-là, quoi. Voilà. Et pourtant, vous voyez, c'est là qu'il va y avoir quelque chose qui va se créer. Au moment où on aura switché l'état d'esprit, au moment où on aura apporté de la satisfaction à quelqu'un, c'est là qu'il va s'opérer quelque chose. Et Et une ça, dernière question. on ne sait pas le comptabiliser, hein, on ne sait pas le matérialiser, hein, parce que des fois, on peut aussi avoir une perception différente. J'ai l'impression d'apporter une valeur ajoutée, puis la personne est restée frustrée, ou j'ai pensé foirer, et puis la personne elle est contente parce qu'on lui a apporté une valeur ajoutée, etc. Donc, on rentre dans des notions, vous voyez, il n'y a pas toujours, c'est pas un fichier Excel, 1 + 1 = 2. Non, là, on est dans de l'interpersonnel, dans quelque chose qui va se passer dans une connexion avec quelqu'un. Et une dernière question de manière plus pragmatique. Dans les entreprises, vous avez pu déployer pardon, ce type de démarche. Est-ce que vous avez vu, sur la durée, un impact sur, le nombre d'accidents, de situations dangereuses, qui devrait décroître logiquement? Alors, alors oui, c'est franchement, je vais vous dire, quand je veux aller chercher une belle performance en matière de santé et sécurité, donc moi je parle de plusieurs millions d'heures sans accident, si cet outil-là il n'est pas en place, c'est l'outil que je vais mettre.
D'accord? Donc vraiment, ça m'a permis dans plusieurs organisations, hein, sur des gros sites industriels, Céveso de 3000 personnes, d'aller chercher le million d'heures. Sur des sites de 700 personnes, Céveso d'aller chercher 2 millions d'heures. Donc ça représente 2 ans sans accident, hein, 2 millions d'heures pour 700 personnes. Oui. Donc oui, et même sur des plus petits sites, hein, de 200 à 250 personnes. Donc c'est l'outil que je fais mettre en place quand on veut décrocher un plateau et aller chercher de la performance. D'accord? Donc, vous voyez, la visite comportementale, si on me dit, je voudrais diviser par 2 mon taux de fréquence, ou j'ai un taux de fréquence qui est déjà très élevé, et puis je me dis, on ne pourra pas atteindre 0 tout de suite, il va falloir faire un plancher intermédiaire. On va mettre la visite comportementale. Si par exemple, on est déjà à un taux de fréquence de 5 ou de 2 ou de 1 et qu'on veut décrocher de ce plateau-là et puis aller chercher plusieurs années ou plusieurs millions d'heures sans accident, ça, c'est l'outil que je vais mettre en place. Donc oui. Là, je vous donne un de mes cadeaux phares. Je donne à l'INF un de mes outils les plus puissants. Donc là, c'est un partage gratuit, mais je suis content de le faire pour l'INF. Tout à fait. Alors, donc, si je vous comprends… Juste, et puis après, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main, Richard. Pardon. Et je voudrais quand même qu'on puisse ouvrir après. Mais justement, donc vous parliez de palier, donc de niveau de maturité d'entreprise en termes de sécurité. Donc, à partir de quand on peut estimer que le Gemba s'applique au lieu d'une visite comportementale? Est-ce que, enfin voilà, quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de dire effectivement on a une certaine maturité qui nous permet d'aller sur cette démarche-là? Alors là, c'est quand même un petit peu plus, ça nécessite un petit peu plus une analyse. C'est-à-dire quand je vais travailler pour un client, il va y avoir un diagnostic de la culture santé-sécurité. Et c'est à l'intérieur de ce diagnostic que je vais, moi, évaluer la maturité de la culture et vers quoi je vais les orienter. C'est-à-dire que moi, je n'impose jamais un outil. Je vais, pareil, par des techniques de questionnement, etc., orienter, influencer. Donc, je vais jouer mon rôle de leader pour qu'ils choisissent l'outil qui leur semble le plus approprié. Je ne fais jamais le choix. Par contre, quand je pense qu'ils sont mûrs pour un de ces outils-là, je vais les orienter, les influencer dans la relation qu'on va avoir ensemble pour qu'ils éventuellement le mettent en place. Si je n'en ai pas parlé à n'importe quel moment, c'est qu'ils ne sont pas mûrs. Et donc, il y a des étapes intermédiaires à faire. Donc, je ne peux pas répondre aussi simplement que ça. Il y a une investigation, pour le coup, à faire. Et là, pour ça, alors il y a un outil qui est gratuit sur mon site internet qui s'appelle les 7 clés d'une culture santé-sécurité. Donc, c'est essentiellement l'outil de base que j'utilise pour évaluer le niveau de maturité d'une culture santé-sécurité, donc en 4 niveaux. Donc, ça, vous pouvez le télécharger gratuitement, essayer de faire l'exercice avec vous. Mais effectivement, quand j'ai l'accompagnement, après, moi, je vais sur le terrain, je vais aller questionner les gens, les différents niveaux de hiérarchie, je vais aller recouper des informations. Et c'est ça qui va me permettre, moi, malgré l'auto-évaluation qui sera faite, d'apporter ma valeur ajoutée de consultant. Allez, on change. Il y a Paraclet Vamba qui avait levé la main. On va lui donner la parole. Si vous pouvez ouvrir votre micro et caméra. Voilà, il nous a déjà quittés, mais non, il est toujours là. Monsieur Vamba. Non. Apparemment, on l'a perdu. Je vais en profiter à ce moment-là, si ça ne vous dérange pas. Allez-y alors. La restitution est importante aux équipes. Comment vous voyez la meilleure méthode de restitution aux équipes? Et qu'est-ce qu'on y met justement? Enfin, voilà, on parle souvent pas que de points d'amélioration, mais aussi de points positifs. Comment vous articulez les choses au sein de cette restitution? Alors, je ne vous ai pas parlé de restitution aux équipes. Je vous ai parlé d'un débriefing de l'équipe de leadership. D'accord? Je ne vous ai à aucun moment dit il y a une restitution à faire, il y a des comptes à rendre, il y a des choses à expliquer. Non, pas dans cet outil tel que moi je l'ai conçu, testé, mis en place. D'accord? Il y a une équipe de leaders. D'accord? Ils vont aller jouer leur match de la semaine. Ils sauront qu'ils ont gagné s'ils ont switché les états d'esprit et apporté une valeur à quelqu'un. Ils font leur auto-évaluation, ils viennent faire le débrief collectif justement des points chauds qu'il va falloir solutionner pour la semaine d'après, qu'ils pensent qu'ils sont importants. Et là, il y a une priorisation des choses à faire s'il y a beaucoup de choses qui sont remontées. C'est tout. Il n'y a pas plus loin. Il y a très peu de formalisme.
très peu de formalisme. Même, on peut presque le faire sans aucun formalisme. Le seul formalisme, c'est éventuellement le petit plan d'action sur les choses prioritaires à définir. Sinon, il n'y a aucun autre formalisme. On est sur un outil de leadership. D'accord? Pas de compte rendu, pas de tout ça. Ok. Merci. C'est bien. Éventuellement, juste une petite croix sur le tableau des indicateurs pour dire, bah oui, l'équipe s'est réunie et a fait son Gemba Walk cette semaine. Et le plan d'action, type plan d'action sur le lean manufacturing qu'on peut retrouver là, vous savez, qui, quoi, quand. Et généralement, il faut que ça soit solutionné pour la semaine d'après. Donc, quelqu'un va prendre le lead de l'élément et essayer de constituer, s'il faut, une petite équipe pour trouver la solution. Merci. Merci beaucoup, David et Richard, également pour cet échange très intéressant, parce que ça a permis justement de rentrer dans les sujets et reprendre beaucoup des questions qui étaient sur le chat. Il est bientôt 17h15, hein, et traditionnellement, on coupe le tout à 17h15. Je voulais remercier David pour cette participation aujourd'hui et ce partage de connaissances. Vous aurez quand je vais diffuser le replay, les liens vers les différentes informations dont David a pu vous faire part. Merci à tous. Je ne sais pas, David, si tu veux dire un petit mot pour conclure. Déjà, merci à l'INF pour cette invitation, pour cette opportunité. Merci à tous ceux qui ont participé dans le chat. Vous avez été vraiment très actifs, ça me fait vraiment très plaisir. Vous avez une très belle communauté, très participative. Donc, c'est vraiment énergisant pour moi. Juste voilà, vous rappeler que si à un moment donné, vous voulez aller plus loin, là, j'ai vraiment cette promotion qui ouvre pour développer justement son leadership santé-sécurité et avec un code promo dédicacé à la INF. Donc voilà, et n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus à me contacter, hein, donc sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram ou la chaîne YouTube. Hein, d'accord? Donc voilà. On mettra tous tes liens dans la diffusion du message. Il me reste donc à vous remercier tous, à vous souhaiter une excellente soirée. Et puis, j'espère vous revoir sur un de nos prochains webinaires. Hein. Le prochain, je vous ai dit tout à l'heure, ce sera sur le burn-out. On va repasser sur un autre côté un peu plus prévention des risques professionnels, les risques psychosociaux. Et puis, bien évidemment, au plaisir de vous rencontrer les uns ou les autres au travers de nos diverses manifestations. Une excellente soirée à tous. Merci et à très bientôt. Au revoir.